Les États et institutions doivent agir ensemble face au risque croissant de récession partout dans le monde, a averti la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva. Il y a urgence à stabiliser l'économie. Au FMI, nous appelons à une action conjointe. L'institution publiera mardi prochain ses prévisions de croissance pour l'année à venir et celles-ci seront révisées en baisse, a averti Madame Georgieva. En cause, la multiplication des crises, renforcée par les conséquences de la guerre russe en Ukraine et les désastres écologiques qui ont frappé plusieurs régions du monde cet été, venant un peu plus déstabiliser une économie mondiale déjà mise à mal par la Covid-19. La pandémie a en effet marqué un virage fondamental pour l'économie mondiale, a ajouté Madame Georgieva, passant d'un monde d'une prévisibilité relative à un monde sujet au choc et de plus grandes incertitudes. Conséquence, l'institution s'attend désormais à ce qu'un nombre important de pays connaissent au moins 2 trimestres consécutifs de repli de leur PIB, signe de récession entre la fin de cette année et 2023. Un risque qui devrait concerner environ un tiers de l'économie mondiale, alors que pour de nombreux foyers à travers le monde, même si la croissance est positive, ils auront le sentiment d'être en récession à cause de la hausse du coût de la vie, a souligné Madame Georgieva. Le gouvernement allemand anticipe une récession de la première économie d'Europe en 2023 avec une contraction de 0,4% sur l'ensemble de l'année en raison de la crise énergétique, de la hausse des prix et des goulets d'étranglement qui touchent les chaînes d'approvisionnement, a-t-on appris hier d'une source citant des chiffres provisoires. Le gouvernement allemand a baissé sa prévision de croissance pour 2022 à 1,4% contre une estimation en avril de 2,2%. Pour 2023, la prévision actuelle officielle de produit intérieur brut est de 2,5%. En ce qui concerne l'évolution des prix, le gouvernement s'attend à un taux d'inflation toujours élevé à 7,9% cette année et 8% en 2023, a indiqué. Cette même source, contactée par Reuters, un porte-parole du ministère de l'économie, a déclaré que le ministre Robert Habeck dévoilerait la semaine prochaine ses nouvelles prévisions. Depuis le début de l'année, le DAX, l'indice de référence de la bourse de Francfort, est en baisse de quasiment 25%. Dans le même temps, le VSTOXX, l'indice de volatilité européen, a grimpé de plus de 50%. Il fallait donc être sacrément audacieux pour lancer une IPO dans ce contexte. Et pourtant, l'opération P911 du nom de l'action est une réussite totale. Une semaine après son introduction en bourse, Porsche est devenu le constructeur européen avec la valorisation boursière la plus élevée. Hier, à la clôture, l'action de l'entreprise allemande a pris 3,18%, faisant monter l'action à 90,72 € contre un prix d'introduction de 82,50 €. Ce faisant, elle surpasse donc la valorisation de sa maison mère, Volkswagen qui est valorisé 78,1 milliards alors que Porsche est valorisé à 82,6 milliards d'euros. Mais cette opération a aussi été l'objet de critiques dans les milieux financiers. Des actions ont été émises pour les minoritaires sans droit de vote, tandis que les actions des familles fondatrices ont obtenu des droits de vote doubles. Regardons maintenant ce qui s'est passé hier sur les principales places boursières de la planète. Les bourses européennes ont terminé en baisse en raison d'un regain des craintes liées à une éventuelle récession économique, à l'inflation et au taux d'intérêt après la présentation du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la BCE. Le CAC 40 à Paris a fini en baisse de 0,82% à 5 936 points. Le FTSE a reculé de 0,73% et le DAX a abandonné 0,37%. À New York, la bourse a enregistré une deuxième séance consécutive de baisse dans un environnement toujours marqué par la hausse des taux souverains, le resserrement de la politique monétaire de la Fed et les craintes de récession. Le Dow Jones a cédé 1,15% à 29 926 points. Le S&P 500 a perdu 1,02% à 3 744 points. Et le Nasdaq a reculé de 0,68% à 11 073 points. À Paris, seul le secteur de la tech a tiré son épingle du jeu avec un gain de 0,2%. Sinon, le reste de la côte parisienne a fini la journée dans le rouge. Les principaux replis ont été à l'œuvre chez les matériaux de base, en baisse de 2,1%, des télécoms qui ont lâché 1,65% et des financières en repli de 0,93%. CGG a signé la plus belle performance avec un gain de 4,96% à 80 centimes d'euros. Le titre a profité, comme les autres valeurs du secteur, comme les autres parapétrolières, de la bonne orientation des cours de pétrole depuis quelques jours. Eramet dégringole littéralement et plie de 20,18% à 67,85 €. Dans une note, Berenberg précise que le ralentissement de l'économie mondiale, la détérioration des relations entre l'Occident et la Russie et la Chine, ainsi que l'impact négatif des politiques zéro Covid et les défis persistants dans le secteur immobilier en Chine, créent un certain nombre
de vent contraire important pour le secteur minier. En outre, Exane BNP Paribas a de son côté dégradé Eramet à neutre avec un objectif coupé de 123 à 88 euros. Sur le marché des change, l'euro recule de 0,95% à 0,9788 $ après la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la BCE qui souligne que la dépréciation de la monnaie unique pourrait accroître les tensions inflationnistes dans la région. En outre, le billet vert profite du discours de plusieurs responsables de la Fed qui insistent sur la nécessité d'une forte hausse des taux d'intérêt. Les cours du pétrole ont encore progressé hier au lendemain de l'annonce d'une réduction brutale de la production de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de ses alliés de l'accord OPEP+, que le président américain Joe Biden entend compenser sans convaincre néanmoins. Le cartel a en effet décidé de couper sa production de 2 millions de barils par jour à partir de novembre, sur un total d'un peu plus de 43 millions actuellement, et d'espacer ses réunions tous les 2 mois contre un rythme mensuel jusqu'ici. Cela signifierait que le quota ne pourra pas être révisé avant début décembre. Pour janvier, les analystes s'accordent sur le fait que les 2 millions de barils annoncés se traduiront par une baisse effective bien moindre, de l'ordre de 1,2 million de barils par jour selon le cabinet Rystad Energy. Plusieurs membres du groupe, en particulier la Russie, le Nigeria, l'Angola et le Kazakhstan, se situent déjà en effet très en deçà de leur quota, faute de capacité suffisante. Pour autant, les analystes de Goldman Sachs voient désormais le prix du Brent s'envoler à 110 $ le baril d'ici la fin de l'année, contre 100 $ jusqu'ici. Dans cet environnement, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre a gagné 1,12% pour clôturer à 94,42 $, soit un plus haut depuis un mois. Le baril de WTI avec échéance en novembre a pris 0,78% à 88,45 $ Sur le marché des monnaies virtuelles, le Bitcoin a cédé 0,72% à 19 920 $, quand l'Ethereum, lui, a pris 0,26% à 1352 $. On va marquer une toute première pause et comme convenu, comme promis, comme tous les vendredis matin, eh bien il sera temps d'accueillir sur notre plateau Antoine Quesada, tout de suite sur TV Finance.